Bonjour à toutes et à tous, bienvenue d'être présents et aussi nombreux aujourd'hui pour notre webinaire en partenariat avec la société TeamSquare qui va s'articuler autour des transformations, des étapes clés pour les réussir à travers plusieurs témoignages de groupe et également de la place de l'agilité. Je m'appelle Claire Checon et je suis responsable de nos programmes et contenus pour le groupe Marcus Evans. Donc juste avant de laisser la place au panel, j'aimerais aborder quelques points d'ordre plutôt technique afin de mieux faire usage de notre plateforme digitale. Comme vous pouvez le voir, au bas de vos écrans se trouvent plusieurs widgets d'applications que vous pouvez utiliser. Toutes ces fenêtres en fait interactives sont redimensionnables et mobiles, donc n'hésitez pas à le faire pour profiter au maximum de votre espace de bureau. Nous vous encourageons également à soumettre toutes vos questions via le bouton Q&A. Nous essaierons de répondre au plus grand nombre possible de questions au cours de cette prochaine heure. Mais bien sûr, s'il manquait de temps ou si nous avons besoin de faire une réponse plus complète, nous pourrons le faire après le webinaire par courriel distinct. Nous vous présentons également l'ensemble des documents et des liens dans la liste de ressources, donc n'hésitez pas à les consulter. Pour un plus grand confort de visionnage, nous vous recommandons également d'utiliser une connexion Internet câblée, de fermer tous les programmes de navigation en arrière-plan sur vos ordinateurs. Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez également trouver des réponses grâce à la fenêtre d'aide au bas de vos écrans. Enfin, une chose importante, nous vous rappelons que 2 heures après la fin du webinaire, vous allez recevoir les liens comprenant la présentation et l'enregistrement de celui-ci. Pensez bien donc à les chercher dans vos boîtes mail. Et maintenant, sans plus tarder, je suis ravie d'accueillir notre panel d'intervenants et de céder ma place à nos modérateurs de l'équipe TeamSquare, Olivier Saucier et Léa Lacroix. Bienvenue à vous deux et bonne discussion. Merci Claire. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter TeamSquare. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet de conseil en management de projet et de la transformation. Donc, notre vocation principale a pour but d'accompagner nos clients dans l'aboutissement de leurs projets, du plus petit projet au plus grand projet de transformation d'entreprise. Donc, depuis 14 ans maintenant, TeamSquare s'est construit autour d'experts en gestion de projet, la plupart dotés de plus de 20 ans d'expérience. Ils ont pu prouver leur savoir-faire au cours des quelques 800 projets sur lesquels TeamSquare a pu collaborer. Chez TeamSquare, on s'engage à mener à bien tous vos projets. Pour cela, nous tâchons d'avoir une démarche globale centrée sur notre cœur de métier. Nous nous appuyons donc sur 3 axes spécifiques: l'axe managérial, l'axe stratégique et l'axe opérationnel. Ces axes nous permettent de repenser l'ensemble de vos processus, l'ensemble de vos méthodes ainsi que vos outils, dans un seul but, l'optimisation de la gestion de vos projets. Nous travaillons aussi bien donc sur de l'accompagnement opérationnel jusqu'au plus grand projet de structuration d'entreprise. Aujourd'hui, TeamSquare représente plus de 150 clients actifs. Nous réalisons plus de 200 missions par an et nous recensons plus de 500 références clients. Les domaines d'activité de nos clients sont nombreux, mais aussi très variés. Donc, cette slide l'illustre, je pense, très bien. Donc, en effet, nous intervenons dans tous les domaines, des grands comptes, en passant par les PME jusqu'aux plus petites entreprises, autant dans des organisations privées comme publiques. Donc, si nous sommes tous aujourd'hui réunis à ce webinaire, c'est qu'on a un constat. Les entreprises font face à des environnements de plus en plus incertains et turbulents. La crise du Covid, la crise financière de 2005 et aussi les effets du dérèglement climatique en sont 3 illustrations. Mais l'irruption de nouveaux concurrents ou technologies de rupture, l'évolution de normes, contribue aussi fortement à changer les règles du jeu et augmente cette incertitude et ce niveau de turbulence. Cela provoque 2 réalités pour toutes les organisations. Le besoin constant d'innover et de se transformer donc de manière continue pour assurer sa croissance et sa pérennité. La nécessité de le faire en s'adaptant à cette incertitude et à cette turbulence. La question que l'on se pose aujourd'hui tous ensemble, c'est la suivante.
Comment réussir ces projets de transformation dans ce contexte? L'objectif de cette conférence est de donner des pistes à cette réflexion. Pour cela, nous allons donc mettre en lumière 2 interventions que nous avons au préalable sélectionnées. La première intervention va permettre de présenter une approche de la transformation empruntant à l'agilité et à toutes les disciplines déjà existantes. Elle sera faite donc par Cédric Collomb, Master in Project Management chez GSK Vaccines. La deuxième intervention est le témoignage plutôt opérationnel de la mise en œuvre de l'agilité dans le cadre d'un projet de développement d'un nouveau produit chez Merck. Ce témoignage sera fait par Pierre Boyle, Head of Research and Development, et Alexandre Farah, directeur PMO Applied Solutions chez Merck Life Science, et Olivier Saussac, consultant senior chez TeamSquare. Bonjour à tous. Et donc ici, nous allons être focalisés pour voir une autre approche et de manière de gérer nos projets avec un focus sur la création de valeur qui va nous permettre d'utiliser différentes approches et de générer beaucoup plus vite de la valeur grâce à nos projets. Tout commence par une autre manière de regarder le changement. Le premier est un changement de mindset. C'est vraiment ouvrir son esprit à dire on peut faire différemment. On va utiliser tout ce qui vient des méthodologies, des guidances, des choses qui sont bien établies comme le Lean, comme le Agile, le Waterfall, qui vont nous donner toute une série de bases. On va utiliser nos valeurs de l'entreprise, tous nos principes de project management et on va se focaliser sur des MBI. Qu'est-ce que c'est qu'un MBI? C'est un minimum business increment, c'est le minimum d'augmentation de la valeur et de la création de valeur ajoutée pour le business. Et comment est-ce que l'on fait ça? Ça porte un nom, ça s'appelle du Discipline Agile. Donc c'est revoir toutes les techniques, tout ce que l'on a développé, toutes les méthodologies, toutes les guidances en Agile, en Lean, en Waterfall et autres théories liées au Project Management et de les considérer plus comme une seule guidance. Donc, qu'est-ce que c'est que le Discipline Agile? Le Discipline Agile va être quelque chose d'agnostique. Il n'est pas lié à une spécifique méthodologie, à une spécifique guidance, mais il va considérer qu'il n'y a pas un meilleur framework qui peut être utilisé pour tout. Non, on va s'adapter et on va voir nos spécificités et en fonction de ces spécificités, on va aller piquer dans toutes ces guidances et méthodes ce qui nous intéresse. Donc on va vraiment considérer ça comme étant un toolkit. Ce toolkit est une autre manière de regarder lorsque l'on a un projet. C'est une autre manière d'utiliser toutes nos connaissances et de se dire voilà, sur mon projet, sur ce que j'ai à faire, sur la spécificité liée à ce projet, je vais aller chercher des techniques qui peuvent venir du Lean, qui peuvent venir de l'Agile, qui peuvent venir du Waterfall, et je vais les combiner entre elles pour définir quelque chose qui va être propre à mon projet. Je vais définir ma propre ways of working, ma propre méthode de travail spécifique à mon projet, à mon team, à mon environnement. Donc, je ne vais pas avoir exactement la même approche si je suis dans un environnement biopharmaceutique ou si je suis dans un environnement de construction, un environnement automobile ou sur un projet très simple. Et donc, on va aller chercher le meilleur. Bien entendu, on ne cherche pas le meilleur juste comme ça et en prenant au hasard et en essayant. Sinon, on va perdre beaucoup de temps dans cette approche. Donc, comment est-ce que l'on va travailler pour arriver à faire ça et comment est-ce que le Discipline Agile, donc cette manière d'approcher, va pouvoir m'aider. La première chose que l'on va regarder, on va regarder l'environnement dans lequel on travaille. Et pour définir notre spécificité, notre contexte est très important. Et dans ce contexte, on va aller chercher des paramètres. Mais il n'y a pas besoin de faire une analyse sur des centaines de paramètres. On a identifié que déjà avec les 6 principaux paramètres liés à la taille d'un team, à la distribution géographique, la complexité interne, la complexité aussi de la solution que l'on veut mettre en place et la distribution de l'organisation, si on est multisite, monosite, une seule location, tout ça va déjà nous influencer à nous diriger vers le Discipline Agile, vers les méthodes que l'on pourrait appliquer et qui sont spécifiques. On ne va pas appliquer les mêmes méthodes sur des petits teams de 2-3 personnes ou sur des teams très complexes de mise en place dans des zones géographiques différentes avec énormément de compliance et de complexité et des teams de plusieurs milliers de personnes. Donc tout ça va jouer des facteurs et donc le Discipline Agile lui-même, par son expérience et le fait que les gens ont travaillé énormément pendant beaucoup de temps sur ces différentes techniques, va arriver avec un modèle spécifique et proposé. Quel est ce modèle? Il est principalement sur la droite de votre écran où on va travailler sur une tripartite et on va se rendre compte de l'importance de cette tripartite.
pour qu'on ait un vrai succès et une vraie génération de valeur, il faut que cette tripartite soit capable de délivrer convenablement parce qu'ils ont des focus différents. Donc dans cette tripartite, on va avoir tout d'abord le client lui-même, la voix de ce client. Cela peut être quelqu'un en interne d'un département commercial, quelqu'un d'un département stratégique, quelqu'un qui est capable de transcrire ce que le client a besoin en une stratégie spécifique et de s'assurer que l'on va vraiment mettre en place la solution dont on a besoin. Donc une vraie solution et qui correspond aux besoins du client en évitant de faire trop pour le client, parce que l'entreprise adore faire trop et elle a ses propres règles, mais en évitant aussi de faire trop peu, s'assurer qu'il va être accepté par le client. Donc ce focus est effectivement sur construire le bon produit. À côté de ça, il va y avoir quelqu'un qui va créer un lien entre cette voice of customer et les experts dans l'entreprise qui vont être capables de déterminer ça. Ce quelqu'un va être plus un team leader. C'est le project manager que l'on utilise depuis des années, qui est un project manager, un programme manager, un discipline agile, Scrum Master ou Value Stream Consultant. Scrum Master est vu ici pas comme quelqu'un qui maîtrise la technologie Scrum dans Agile, mais comme quelqu'un qui est un team leader. Donc c'est comme ça qu'on appelle un team leader. Discipline Agile, c'est un Scrum Master. Cette personne, elle va être focus pour s'assurer de la coordination entre le besoin client et la réalisation par les équipes de l'entreprise se fasse, mais en ayant un focus uniquement sur on fait quelque chose qui génère de la valeur ajoutée pour l'entreprise, qui génère quelque chose que l'on peut facturer au client, et pas générer des choses qui ne sont pas nécessaires ou qui ne généreront pas une augmentation de la facturation que l'on peut faire au client pour le projet. Un autre focus est de s'assurer que l'on délivre vite. Pourquoi ? Parce que le client, il adore avoir ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, et les experts, ils adorent construire, mais ils adorent mettre le temps pour s'assurer que ce qu'ils vont donner va être parfait. Donc ils n'ont pas, aucun des deux n'a un focus spécifique sur s'assurer qu'on va développer très très vite. Le client, il a l'impression qu'il peut l'avoir très vite parce qu'il ne voit pas la complexité de la création derrière, mais de l'autre côté, l'expert, il voit la complexité de la création, mais il ne voit pas l'intérêt de pourquoi le client commercialement a besoin d'avoir cette solution très rapidement sur le marché. Et donc c'est ce rôle de team lead qui va s'assurer de fonctionner. Et cette tripartite est importante parce que si on loupe une personne dedans, on n'aura alors pas une bonne approche, on n'aura pas le bon produit construit convenablement avec les bons standards et livré à temps. Donc c'est très important. Et cette approche va faire que le team leader va utiliser tout ce qu'il vient dans le toolkit en fonction des différentes contraintes de l'entreprise ou contraintes environnementales et va venir comme un expert en proposant les solutions et en développant les bonnes solutions qui peuvent être applicables. Donc il va utiliser tout le background de Discipline Agile qui est en fait une énorme database de techniques et de pratiques qui ont montré leurs preuves dans différents environnements et il va savoir simplement à partir des différents 6 scaling factors, quels sont ceux qu'il peut proposer au team, quels sont ceux qu'il ne peut pas proposer au team. Mais ce n'est qu'une proposition. Le team garde toujours le choix de l'appliquer ou pas, et donc ça reste une adoption beaucoup plus facile parce que c'est tous ensemble, les trois parties vont adopter clairement ensemble comment ils vont travailler, comment ils vont s'organiser et comment ils vont délivrer. Le seul point, c'est que le project manager ou le scrum master aura toujours ce focus sur la génération de la valeur. La génération de valeur à un temps précis. Donc, on ne va pas mettre des semaines pour choisir ce que l'on fait. Je vais vous influencer fortement. Et donc, on rentre dans un rôle où il y a un énorme influencing. Et c'est ça les project managers du futur. C'est de la coordination et de l'influencing entre le client et les parties experts architecture, experts qui vont développer les produits pour s'assurer que tout le monde travaille vite et focalise pour distribuer un produit, un service ou un résultat qui peut être directement et très rapidement utilisé. Ce n'est qu'à l'utilisation de ce délivrable que l'on va générer la valeur. Et lorsque l'on regarde ça dans un loop plus grand et plus large, on démarre toujours d'un besoin client et de ce besoin client, on va le retransformer en une stratégie classique, approche tout à fait classique, business approach, et lorsque l'on va la traduire en projet, on va se focaliser à identifier dans cette stratégie des parties de projet qui génèrent la valeur, donc des délivrables que le client pourra utiliser dès qu'il les utilise
on peut le facturer, on peut générer de la valeur si c'est un client en interne, et donc on va se focaliser pour développer en priorité ces délivrables. Donc on va faire une prioritisation interne au projet, plus vers un délivrable complet end-to-end de tout un projet, mais au sein de ce délivrable end-to-end complet d'un projet, on va aller focaliser sur toutes les séquences d'actions qui génèrent une valeur ajoutée au projet et qui peuvent permettre de mettre en place. Cela peut être de multiples exemples. C'est une autre manière d'ouvrir son esprit et d'être plus agile, mais pas au niveau méthodologie agile, mais agile au niveau du sens propre du mot. C'est être agile, avoir de l'agilité dans son esprit, ouvrir son esprit et se dire, tiens, sur quoi je vais mettre mon attention avec mon client pour arriver à lui donner quelque chose qu'il peut utiliser le plus vite possible. Et donc, je vais regarder autrement des projets très simples, mais je peux aussi regarder autrement des projets très très complexes, comme des fusions d'entreprises, comme des créations de nouveaux buildings. Qu'est-ce que je vais utiliser en premier dans le building? Avoir l'approche de se dire, le client peut utiliser le building même quand la construction n'est pas finie. Qu'est-ce qu'il va pouvoir utiliser qui est le plus facile à utiliser en premier? Qu'est-ce que je vais avoir besoin comme accessibilité, comme accès nécessaire à ces personnes qui vont utiliser une partie du bâtiment? Comment est-ce que je vais cloisonner par rapport au reste qui est en projet? Et ce qui fait que l'on a des bâtiments qui, au lieu d'être utilisés uniquement après 10 ans quand ils sont complètement finis avec une superbe ouverture, on peut avoir des bâtiments qui, après 6 mois, 1 an, commencent déjà à être utilisés alors qu'ils sont en construction pendant 10 ans jusqu'à être complètement finis, mais on les aura déjà utilisés. Et de plus, par les utilisateurs, on captera beaucoup plus de feedback et on pourra implémenter éventuellement des changements, se rendre compte que tiens, on avait pensé ça pour accès, mais finalement, dans l'utilisation de tous les jours, il faudrait peut-être modifier ça. On avait pensé ça comme différents terminaux que l'on utilisait, que ce soit Internet ou électricité, mais on se rend compte qu'il y a peut-être des nouveautés technologiques qui font que certaines technologies qu'on n'avait pas envisagées au début du projet peuvent s'intégrer dans le projet à tout moment. Donc on va accueillir à bras ouverts le changement et tout ce qu'il peut créer de la valeur ajoutée en plus à mon projet pour que quand je le finisse complètement, mon client ait vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui est à la pointe de la technologie, dernier cri, et être très heureux et content. C'est cette approche que valorise le Discipline Agile. Être ouvert, focalisé à la génération de valeur et utiliser toutes les techniques de project management à travers le monde comme un toolkit et non plus se bloquer dans un framework, se bloquer dans un système de process et de SOP, mais vraiment s'ouvrir et aller challenger tout en respectant la compliance qui est liée au domaine dans lequel on travaille. Et donc c'est cette approche qui vraiment représente le futur et qui montre d'énormes bénéfices en général par rapport à une approche classique. Agile va générer 10% à 20% de valeur en plus. Une méthode spécifique Agile, mais elle n'est pas toujours applicable, surtout pour des projets complexes. Et une méthode Discipline Agile qui, elle, n'est pas une méthode, mais une approche Discipline Agile avec l'utilisation de choses qui viennent du Lean, gestion, diminution des temps d'attente, etc., de Agile Focus Group, testing, de Waterfall, Long Term Vision pour prioriser, etc., va valoriser à peu près 30% en plus pour générer de la valeur plus rapidement pour une entreprise sur base d'études récentes performées par l'université d'Harvard, et donc va vraiment permettre d'aller beaucoup plus loin même que des méthodologies comme Agile qui paraissaient très très belles parce que des très beaux résultats, mais qui s'avèrent être très compliquées à appliquer en dehors des domaines tech et IT, et surtout pour des entreprises pharmaceutiques, automotives, donc des domaines très très complexes, multiple stakeholders et beaucoup de compliance. Et je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup à vous. Merci Cédric pour ce témoignage très intéressant. Nous allons maintenant passer la parole à Alexandre, Pierre et Olivier. Alors, le témoignage qui va suivre maintenant porte sur la mise en œuvre de l'agilité dans le cadre d'un projet de développement d'un nouveau produit chez Merck. Pierre et Alexandre vont d'abord nous présenter la société Merck et le contexte du projet, et ensuite nous passerons à l'aspect mise en œuvre de l'agilité.
Bonjour à tous, je suis très heureux d'effectuer ce témoignage au nom du groupe Merck et du projet dans lequel nous avons travaillé. Donc rapidement à propos du groupe Merck pour fixer les idées, donc nous sommes 58 000 employés à travers le monde qui travaillons à résoudre les problèmes les plus durs pour nos clients et les utilisateurs finaux dans les différents segments de marché. Et depuis 1668, la science, la technologie sont au cœur de nos activités. Pour la qualité de nos produits, nous avons environ en 2020 entre 17 et 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires et nous investissons environ 2,3 milliards d'euros en recherche et développement au travers des différentes activités du groupe. Nous sommes animés par un esprit curieux au travers des différentes équipes globales et on est représenté dans 66 pays de par le monde pour toutes nos activités, toutes activités confondues. Plus particulièrement, je travaille pour la division Sciences de la vie du groupe Merck en France. Je suis basé en France et je fais partie d'un ensemble de 4 business qui sont appelés Applied Solutions, qui sont pour les marchés Applied, qui sont d'une part la fourniture de systèmes d'eau ultra pure pour nos clients, donc Lab Water Solutions. Nous avons une activité de produits en analytique pour les laboratoires, que ce soit des réactifs, des colonnes chromato et ce genre de produits. Nous avons une activité pour des clients dans le segment diagnostic, avec un ensemble de produits qui leur permet d'effectuer leur métier et pour leurs clients. Et nous avons l'activité pour laquelle je suis en charge de la R&D au niveau mondial, biomonitoring, qui est en fait l'activité de microbiologie industrielle qui sert les marchés de agroalimentaire et principalement pharmaceutique avec des solutions de contrôle qualité pour tester tout ce qui est en microbiologie industrielle au travers des différents besoins de nos clients de ce marché. Et ça couvre l'industrie pharmaceutique, couvre les biologiques, la fabrication de nouvelles molécules, des marchés de thérapie génique, thérapie cellulaire et ce genre d'acteurs. Une des principales caractéristiques de cette division-là, Applied Solutions, c'est que nous avons affaire à des marchés régulés, fortement régulés, pour l'agroalimentaire, pour le bien de vous et moi, les consommateurs, et également à l'industrie pharmaceutique, comme on le sait tous, qui est fortement régulée et qui nous met du coup des process de développement, qui nous oblige à avoir des process de développement en place qui aident nos clients à satisfaire aux réglementations dans lesquelles ils opèrent. Nous souhaitons partager avec vous les différentes circonstances qui nous ont fait choisir cette démarche au sein de la division biomonitoring. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans le cadre du développement de nos nouveaux produits, nous avons une approche de type classique waterfall qui démarre à partir d'un besoin exprimé, d'un besoin client exprimé à travers la voie de notre service marketing, jusqu'à la mise sur le marché d'un produit qui répond à 100% par rapport à ses besoins. Actuellement, nos équipes sont constituées d'un noyau composé de 6 départements, la recherche et développement, le project management, le marketing, la qualité, les achats et les opérations. Il faut savoir que nous avons un portefeuille de produits et de projets d'innovation assez diversifiés qui vont du consommable du type milieu de culture à des instruments complets qui intègrent de la mécanique, de l'hydraulique, de la chimie, de software, de l'interface homme-machine, etc. Donc vous voyez que ce sont des produits extrêmement complexes. Il y a quelques années maintenant, nous avons mis en place des méthodes de priorisation de nos projets liées à la stratégie que nous avons présentées lors d'une précédente conférence, Marcus Evans. Mais malgré tout cela, malgré les outils, les moyens, la structure qu'on a actuellement en place, on s'est aperçu que la durée de développement de nos projets n'était pas satisfaisante. En parallèle de ça, on s'aperçoit l'émergence de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la collecte des données, la robotique miniature, etc. Tout ça sont des nouvelles technologies qui vont fortement impacter les produits du futur. Au niveau du Project Management Office, nous avons donc eu une réflexion pour savoir si notre façon de faire actuelle pouvait perdurer dans le temps. En parallèle de cette réflexion interne, on a pu aussi assister à plusieurs meetings, conférences virtuelles, des échanges en interne et en externe sur
une méthode agile. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est vraiment une révolution? Est-ce que c'est juste un buzzword, comme on pourrait dire? Donc on voulait approfondir le sujet. Et c'était une réflexion qu'on avait au niveau du PMO. En parallèle de ça, nous avons eu de la part de notre service marketing une demande qui sortait de l'ordinaire. En fait, ils souhaitaient réaliser un projet à 70% du temps moyen qu'on prenait actuellement pour développer un nouveau produit. Le marché le demandait et c'était une véritable opportunité à saisir. C'était en lien avec notre stratégie, nos liens avec nos objectifs. Bref, tout concordait. La seule problématique à laquelle on était confronté, c'est le temps de développement de ce produit qui devait être fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 70% du temps moyen actuel. Si on n'arrivait pas à résoudre cette problématique de temps de développement, c'était la perte de cette opportunité. On s'est donc dit, pourquoi ne pas allier ces deux requêtes et en faire un projet. Donc c'est le pari que nous avons fait en interne, en y associant l'ensemble des participants et des départements en interne, mais également des partenaires externes. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est un projet pilote qui se fait en parallèle de ce que nous faisons actuellement. Et l'idée, c'est également de voir si cette méthode pourra être développée sur l'ensemble de notre portefeuille ou sur certains types de projets. On vous propose donc de partager notre retour d'expérience sur ce projet en cours de développement. Alors, la démarche agile qui a été adoptée sur ce projet pour concevoir et mettre en œuvre cette approche se décompose en 3 étapes. La première étape, elle s'est déroulée pendant la phase d'avant-projet de ce projet. Elle a consisté à réaliser une étude de faisabilité destinée à répondre à 2 questions. Est-il possible de développer ce nouveau produit dans des délais aussi courts? Et la deuxième question, quel peut être l'apport de l'agilité et les conditions de sa mise en œuvre sur ce projet? Alors, cette étude de faisabilité, elle a été réalisée sous forme d'événements agiles. Donc, ensuite, la deuxième étape s'est déroulée pendant la phase d'initialisation du projet et elle a consisté principalement en 2 événements agiles, conçus et menés simultanément. L'événement que nous avons appelé Build the Collaboration, qui a duré 2 mois et qui a été centré sur la création d'un partenariat et d'un engagement fort avec l'intégrateur, le fournisseur qui a été retenu pour concevoir et réaliser ce produit. Et l'événement que nous avons appelé l'itération 0 du développement, qui a consisté à travailler avec ce même fournisseur très tôt dans le projet pour concevoir une vision la plus concrète et avancée possible du produit à réaliser. Et finalement, la 3e étape, c'est la phase de développement proprement dit du produit, celle dans laquelle nous sommes actuellement engagés. Et cette 3e étape, elle a consisté à déployer de nouvelles pratiques agiles plus avancées et à mener le développement du produit, qui est un équipement bien physique, donc de mener ce développement sous forme de sprint. Donc ces 3 étapes, elles ont permis chacune à leur tour d'expérimenter l'agilité et ses possibilités, de découvrir par la pratique en quoi elle pouvait consister et comment elle pouvait être appliquée à ce projet, et assurer une montée en compétences progressives en adoptant à chaque étape de nouvelles pratiques plus avancées, reposant sur ce qui avait été vu sur l'étape précédente. C'est une démarche très incrémentale et très adaptative que nous avons fait évoluer pendant ces différents événements, et nous avons fait évoluer les pratiques agiles en fonction des résultats de l'expérimentation, sprint après sprint, événement après événement. À ce stade, vous l'aurez peut-être remarqué, mais je n'ai jamais utilisé le mot méthodologie et j'ai toujours employé l'expression approche agile. Alors, il est extrêmement important de noter que l'agilité et les bénéfices associés à cette agilité ne s'obtiennent que si l'on s'est attaché à mettre en œuvre 3 choses. Une méthodologie portée par les événements que nous avons évoqués, un environnement propice à l'expression de cette agilité, environnement que l'on va appeler environnement agile, et un état d'esprit. Et c'est l'ensemble de ces 3 composantes que nous appelons l'approche agile. Et nous avons, Pierre, Alexandre et moi, à cœur, lors de ce témoignage, d'insister sur ce point, sur cet environnement et cet état d'esprit, et pas uniquement sur la méthodologie. Donc, dans ce témoignage, nous allons nous intéresser d'abord aux 2 premières étapes que je viens d'évoquer, et ensuite à l'environnement agile qui a été mis en œuvre autour de ce projet. Donc maintenant, nous allons faire le focus sur le premier de ces événements,
qui est l'étude de faisabilité. Donc cette étude de faisabilité est un événement qui a duré un mois. Nous avons décidé d'adopter une approche agile pour réaliser cette étude pour 2 raisons. D'abord, cela nous est apparu comme la seule manière possible d'arriver à la réaliser dans un délai aussi court. Et ensuite, ça nous semblait obligatoire d'un point de vue conduite du changement pour obtenir un consensus et un engagement fort, à la fois sur le projet, donc la capacité à tenir les délais, mais également sur l'approche agile proposée, de procéder ainsi. Donc, expérimenter cette agilité dès l'étude de faisabilité, c'était pour nous la seule manière de procéder pour avoir ce retour terrain de ce à quoi pouvait ressembler l'agilité, en vivre les contraintes aussi que ça pouvait générer et comprendre les conditions de mise en œuvre. Donc cette étude, elle a consisté en 4 sprints d'1 semaine qui a mobilisé l'équipe projet et les sponsors. Donc le premier sprint, il a consisté à cadrer le projet, son périmètre, les objectifs commerciaux, les grandes lignes du cahier des charges, du produit à concevoir. Le deuxième sprint, il a consisté à définir la notion de minimum viable product et d'obtenir un consensus autour. Donc nous avons mis en œuvre la notion de backlog, identifié les fonctionnalités qui seraient retenues et celles qui ne le seraient pas dans le cadre de ce projet, sachant que 50% des fonctionnalités qui avaient été identifiées n'ont pas été retenues. Il s'agissait, pour aller vite sur le marché, de ne retenir que les caractéristiques essentielles en évitant l'effet lettre au Père Noël. Donc le troisième sprint, lui, a consisté à réaliser un rapide diagnostic de l'approche projet standard pour identifier en quoi l'agilité et comment elle pouvait contribuer à réduire les délais. Et enfin, le dernier sprint, il a permis de terminer le travail réalisé sur chacun des précédents sprints pour finaliser cette étude de faisabilité et les présenter aux équipes et aux sponsors réunis. Donc, pendant ces sprints, nous avons emprunté des éléments de la méthodologie Scrum, les sprint planning, des sprint review, des sprints rétrospectives, des daily meetings. Et le but, il était vraiment de générer cette dynamique, de compresser aussi les délais de cette étude, qui aurait pu durer des semaines, et de rester vraiment centré sur les objectifs clés, d'obtenir un engagement fort et partagé de tous. Donc, à la fin de cette première phase de cette étude de faisabilité, on a déjà pu voir les bénéfices d'une telle approche. C'était un milestone qui était très important pour nous parce que ça engendrait la continuité, la continuation ou l'arrêt complet de ce projet. L'objectif était de confirmer que le projet pouvait être réalisé avec un gain de 30% par rapport au temps moyen actuel de développement d'un nouveau produit, et ça a été fait. Ça a été confirmé par l'équipe lors de cette revue de projet. On a également clairement identifié les conditions, les challenges qu'on allait rencontrer en mettant en place cette approche, mais les conditions qui étaient nécessaires pour garantir le succès de ce projet et pour appliquer cette méthode. Une équipe dédiée, des fournisseurs judicieusement choisis et une communication à travers l'ensemble de l'entreprise. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons commencé à faire lors de cette étude de faisabilité. On a également introduit la notion de MVP au niveau des équipes et nous avons vraiment pu mesurer l'impact, et l'équipe a pu mesurer vraiment l'impact de cette méthode lors de cette phase. Une réduction de plus de 50% du temps afin de cadrer le projet, de définir les objectifs, chose qui n'avait jamais été vue auparavant sur d'autres projets. Avec l'ensemble de ces éléments, nous avons donc pu lancer le projet dans les timings nécessaires, en confirmant la faisabilité de ce projet-là. Et nous avons pu nous familiariser avec les outils et l'approche et communiquer ces sujets à l'ensemble des participants et des sponsors. Alors, comme l'a expliqué Alexandre, on a vraiment insisté sur un cadrage très fort de ce projet, comme Alexandre et Olivier l'ont montré jusqu'ici, par rapport à ce qu'on faisait plus classiquement chez nous. Et du point de vue feedback des différentes équipes et acteurs sur ce projet-là, il y a eu au global vraiment quelque chose de très positif. Alors, dans un premier temps, il y a eu une surprise de ce qu'ils ont été capables de livrer aussi rapidement au bout du premier mois, par exemple, sur la première étape dont parlait Olivier par rapport au projet classique. Certains éléments sont des fois utilisés de façon ici ou là comme MVP sur certains projets ou certaines autres formes de cadrage sur d'autres projets, mais le faire de façon cohérente et
avec cette méthodologie appliquée comme nous en avons parlé ici, c'est la première fois, et les gens étaient surpris de ce qu'ils ont été capables de faire rapidement, grâce notamment à la focalisation sur le projet. On a senti une vraie adhésion du noyau de l'équipe, mais aussi de l'écosystème autour, et notamment des sponsors. Et cette adhésion a été utile parce qu'à plusieurs reprises, les sponsors ont dû agir pour faire en sorte de pouvoir continuer dans le schéma posé initialement au moment du projet, notamment sur l'intensité et le niveau de priorisation et d'implication des acteurs clés du projet. Donc ça demande un engagement des équipes, des sponsors et des différents acteurs dans un environnement matriciel comme l'est le groupe MEP et beaucoup de groupes de notre taille. Tout n'est pas au sein du business, donc on a à faire venir avec nous sur les projets un ensemble d'acteurs distribués partout dans l'organisation et dans le monde. Après, une autre surprise de l'équipe, mais très positive, a été de voir que il y avait un très fort niveau d'intensité dédié sur le projet, mais que c'était possible et que ça se faisait de façon avec une émulation très positive pour les personnes. Et même sur des étapes ou des semaines un peu plus difficiles, chaque fois, lors des restitutions qui nous étaient faites à la fin de la semaine, ils étaient avec un bilan hebdomadaire positif et prêts à enchaîner sur l'étape suivante qui arrivait juste après le week-end. Donc malgré cette focalisation, cette prioritisation et cette intensité, les choses se sont faites sur ce projet de façon assez naturelle et surtout, et ce qui est important pour la suite aussi, c'est avec une adhésion forte non seulement des équipes Merck, mais aussi du partenaire avec qui on travaille. Merci Pierre. Je vous propose maintenant que l'on aborde la deuxième étape qui s'est déroulée pendant la phase d'initialisation du projet. Et cette deuxième étape, elle a consisté en 2 événements agiles menés simultanément. Donc l'événement Build the Collaboration qui a duré 2 mois, centré sur la création d'un partenariat et d'un engagement fort avec le fournisseur retenu. L'événement Itération 0 du développement qui a consisté à travailler avec ce même fournisseur très tôt dans le projet, pour concevoir cette vision concrète et avancée du produit à réaliser. Donc ces 2 événements ont été menés sous forme de 4 sprints chacun, de 2 semaines chacun, au lieu d'1 semaine pendant l'étude de faisabilité. Et ils se sont traduits par une collaboration quotidienne à distance ou en présentiel. En ce qui concerne l'événement Build the Collaboration, le sprint 1, il a permis aux équipes du fournisseur, incluant aussi les sponsors du fournisseur, d'obtenir une compréhension poussée du projet. Le sprint 2 centré sur le produit a d'abord permis de leur donner une compréhension avancée également du produit attendu, en passant par son marché, les besoins auxquels il répond et les éléments techniques. Et ça a ensuite permis à l'intégrateur de proposer à la fin de ce même sprint une première architecture technique du produit. Et donc le sprint 3, lui, a vraiment été centré sur l'approche agile et il a consisté à adapter avec le fournisseur l'approche agile retenue, alors l'adapter à ses contraintes métiers et à son organisation. Et à la fin de ce sprint, nous avions non seulement obtenu un consensus sur une approche agile révisée ensemble, qui allait être utilisée pendant tout le projet, mais également bâti un planning projet prenant en compte cette approche agile, et un planning projet qui a été bâti de manière collaborative. Et ensuite, le sprint 4, comme dans l'étude de faisabilité, il a consisté à finaliser le travail accompli dans les précédents sprints pour obtenir une proposition du fournisseur, une proposition technico-commerciale qui intègre tout ce travail et arriver à la signature du contrat à la fin de cette même itération. Et donc, en parallèle, a été conduit l'itération 0 du développement, qui s'est elle-même déroulée sous forme de sprint, qui a permis de construire un des 2 premiers incréments du produit, 2 prototypes, et qui a permis d'arriver vraiment à une compréhension éclairée du produit et à valider l'architecture technique du produit lui-même. Et au-delà des objectifs propres à chaque événement, à chacun de ces événements, il y avait 2 objectifs communs, qui étaient d'apprendre à fonctionner comme une seule et même équipe, en cassant les frontières entre les départements, même Merck et entre le fournisseur et les équipes Merck et TeamSquare, et d'obtenir aussi un engagement fort et commun sur ces objectifs du projet.
expérimenter enfin ensemble l'agilité pour obtenir cette vraie compréhension, acquérir de l'expérience, des premiers réflexes sur lesquels nous allions pouvoir nous appuyer sur la suite et pendant la phase de développement du projet. Je vais laisser maintenant... Donc la deuxième phase sur laquelle nous avons travaillé, c'est cette phase d'initialisation. Donc une phase qui a été menée en moins de 50% du temps de ce qu'on fait d'habitude sur ce type de phase, avec des paramètres de sortie de la phase qui sont au moins de même qualité que ce qu'on fait d'habitude. Donc on n'a pas sacrifié la phase suivante pour aller plus vite sur cette phase-là. Donc ce qui a été à remarquer pour moi dans cette phase d'initialisation, c'est la mise en place d'une collaboration quotidienne entre les équipes en interne, avec le partenaire, quasiment avec les sponsors. C'est vraiment un projet qui fonctionne au quotidien. Nous avons très très rapidement, grâce je pense en partie à la méthode utilisée, pu produire des prototypes. Et ce, malgré une situation sanitaire qu'on connaît tous avec le Covid, qui pourrait ralentir certaines choses, mais on a réussi à maintenir des échanges hebdomadaires. On a réussi à travailler avec un partenaire qui est en France, mais un peu plus distant que dans la région. On est principalement ici, mais on a réussi à maintenir des échanges même physiques d'échantillons entre leur site et le nôtre, de sorte à pouvoir avancer avec des choses concrètes sous les yeux. Donc ça c'est très important et c'était très positif. Et enfin, on a eu une certaine adaptabilité des rôles. Quand lors d'un sprint review ou lors d'une réunion de travail, on s'est rendu compte que une tâche pouvait être plutôt faite par une des deux équipes, mais contrairement à ce qui était initialement prévu, ça a été fait, ça a été adapté, de sorte à, encore une fois, pouvoir avancer. Et ça ne peut se faire que si les conditions initiales sont réunies, comme je l'ai mentionné. Donc les principaux enseignements de cette phase-là, pour moi, ont été sur le fait que les gens sont heureux de venir sur ce projet, et moi le premier, et je serais vraiment heureux que d'autres projets, tous ne fonctionnent pas comme ça. Alors, si un autre projet avait été choisi, peut-être qu'on aurait aussi eu d'autres difficultés, mais en tout cas, le constat est que sur ce projet-là, ça fonctionne très bien et c'est très agréable, malgré l'intensité du travail, c'est très agréable de voir que les équipes s'identifient au projet et ont envie de venir tous les jours pour y travailler. Après, c'est un état d'esprit qui, moi, je pense, n'est pas propre à l'agilité, mais l'agilité et la façon dont on a mis ça en place a permis de renforcer cet état d'esprit-là et de faire en sorte qu'il soit partagé par tout le monde. Et ça, encore une fois, c'est un élément qui, me semble, vient de la méthode et qu'il est important pour moi de souligner aujourd'hui dans le témoignage. Après, il y a le travail avec des partenaires extérieurs, des fournisseurs, et c'est toujours une question délicate, comme vous le savez tous. Et il y a plusieurs façons de faire en sorte que ça se passe au mieux, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a la façon juridique, essayer de mettre des contrats en place, de sorte à pouvoir borner les choses et de laisser la liberté d'opérer aux équipes, parce qu'elles ont la conscience tranquille et elles savent que le contrat va servir de parachute s'il se passe quelque chose, et que les termes de propriété sont bien définis, toutes les clauses ont été réfléchies à l'avance. Donc ça, c'est une façon, il faut bien sûr continuer à faire ça. Mais l'agilité et la façon dont on a appliqué la méthode nous a aussi permis de mettre un cadre qui laissait une liberté de travail à l'équipe commune, en fait, qui est l'équipe formée de notre partenaire et de nous-mêmes, et même au sein de Merck, de faire en sorte que tout le monde pense au projet plutôt que l'organisation dans laquelle ils sont. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très important, et j'ai l'impression que la façon dont on a mis en œuvre l'agile nous a permis d'être plus efficaces sur cet aspect-là. Enfin, bien sûr, il y a des risques. Là, on parle d'un projet. Ce projet est un projet pilote. Donc, on y met tous les efforts nécessaires. On a prioritisé ce projet par rapport à quelques autres projets. Les gens ne sont pas forcément totalement dédiés, mais en tout cas, passent une partie significative de leur temps dessus. Donc, l'extension de cette méthode à d'autres projets au sein d'un portefeuille projet bien fourni ne va peut-être pas pouvoir être fait de la même façon. Donc, ça, c'est une chose à avoir en tête, évidemment. Et enfin, pour terminer sur cette phase-là, je pense que ce qui est important, c'est de
de faire en sorte que le partenaire soit bien choisi en fonction de la typologie du projet, de l'équipe qu'on a mise en interne pour travailler sur le projet, et de s'assurer que tout ça va bien fonctionner. Donc, jusque-là, sur les 2 premières phases dont on a parlé, je vois beaucoup d'aspects positifs, avec principalement la réflexion à mener pour l'élargissement au portefeuille sur l'implication. Est-ce possible d'avoir ce niveau d'implication des sponsors, des acteurs, et comment on fait la prioritisation sur un portefeuille projet. Alors, jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur la description des événements agiles, c'est-à-dire un peu plus sur l'aspect méthodologique. Le succès de ces événements agiles et l'état d'esprit qui s'est exprimé, ils ont aussi été rendus possibles grâce à l'environnement qui a été mis en œuvre par les sponsors du projet. Et nous avons ici Alexandre et Pierre qui en sont 2 des représentants. Nous allons souligner quelques-uns de ces facteurs qui ont permis de créer cet environnement propice, cet alignement des astres, qui a été le terreau qui a permis à l'agilité de se développer, de s'exprimer. Alors, le premier d'entre eux, ça a été de toute évidence le rôle des sponsors, qui dans cette approche agile que nous avons conçue, et comme l'a dit Pierre, ils font vraiment partie intégrante de l'équipe projet. Et c'est ce qui a permis d'obtenir une levée des obstacles dès qu'ils apparaissaient, et une prise de décision rapide à chaque fois que c'était nécessaire. Et le rôle aussi, et ça s'entend dans leur témoignage, ça était aussi de donner l'exemple en promouvant les valeurs de l'agilité, telles que la transparence, la collaboration, la volonté d'intégrer le fournisseur et les clients dans l'équipe, et l'acceptation du changement quand on devait faire évoluer les choses. Donc ça a été un élément fort de la création de cet environnement propice. Un autre élément qu'on peut souligner, ça a été la sélection de ce fournisseur intégrateur qui avait un rôle important puisqu'il devait concevoir et fabriquer ce produit. Et cette sélection, elle s'est faite, alors évidemment sur des critères économiques et techniques, mais également sur des critères agiles. Et sur ce projet-là, les critères qui ont été la proximité géographique, surtout dans un contexte Covid où les déplacements entre frontières étaient compliqués. Ça a été également l'acceptation de l'approche agile par le fournisseur. Il était hors de question de travailler avec un fournisseur qui aurait été opposé, et certains ont été écartés pour ça. La démonstration de sa transparence, même dans les phases du processus de sélection, et la compatibilité aussi de l'organisation de ce fournisseur avec l'approche agile. Et notamment la structure de son équipe projet. Et là, on vient à un 3e point qui est important, c'est la création de cet environnement, ça a été la création d'une équipe projet, on va dire, entre guillemets, agile, en choisissant notamment des membres qui soient des early adopters, des gens avec le bon état d'esprit, la volonté de transparence, de collaboration, d'aider le fournisseur à chaque fois que les difficultés pouvaient être anticipées, en imposant par exemple aussi que ces personnes restent les mêmes interlocuteurs tout au long du projet, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tous les projets. Et on l'a dit, en intégrant ce fournisseur à cette équipe, finalement dans l'équipe de ce projet, il y a une seule équipe avec des représentants de Merck, du fournisseur retenu et de TeamSquare. Et enfin, une capacité supérieure a été accordée aux membres de cette équipe. Pierre l'a dit, c'est un rythme soutenu. Et on a aussi rajouté le rôle de product owner joué par un membre de l'équipe Merck. Donc la création de cet environnement aussi agile, c'est également passé par l'intégration à cette équipe d'une équipe de facilitateurs agiles. Et dans le cadre de ce projet-là, c'est TeamSquare qui a joué ce rôle-là d'organisateur, d'accompagnement et de coaching. Et aussi, un autre des facteurs importants de succès, ça a été la mise en place dès le début d'une démarche de conduite du changement qui a été sponsorisée par Pierre, qui est le sponsor principal de ce projet. Et ça a aussi été un élément extrêmement important. Donc, c'est tous ces éléments et d'autres qu'on n'a pas évoqués là qui ont créé cet environnement, qui a permis à l'agilité de s'exprimer pendant les événements agiles, mais aussi en dehors des événements agiles, dans toutes les activités du projet, même ceux qui n'étaient pas conduits sous forme de sprint ou d'événements agiles. Voilà, je pense qu'il est temps maintenant de passer à la conclusion. Donc pour conclure, comme vous l'avez compris, c'est très positif. On est très satisfait
ce qu'on a réussi à en tirer jusqu'ici. Je parle d'ici de l'approche utilisée. Donc, j'ai parlé de certains points de vigilance. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut constamment, comme sponsor, aussi avoir en tête, de savoir quelles sont les choses trappes. Mais il y a la généralisation en portefeuille projet, et pas seulement du point de vue prioritisation des projets, mais aussi la généralisation en portefeuille projet, c'est-à-dire la généralisation aux équipes et aux différents intervenants. Ici, on avait choisi des personnes pour le projet avec en tête leur capacité à adhérer et à la volonté de prendre ça dans leur développement personnel. Si on le généralise plus, il va falloir réfléchir comment on conduit ce changement-là, et c'est un des éléments qu'on a mis en place grâce à TeamSquare. Et je voulais souligner aussi l'apport de cette tierce partie qui a été très utile dans la mise en place de cette approche chez nous, et on a beaucoup bénéficié, pas seulement sur la méthodologie et la mise en place technique de l'agile, qui est importante, mais aussi dans la réflexion de comment on peut l'adapter à notre environnement, à notre culture, et comment aussi faire évoluer notre culture. Donc ça a été très important, et on continue à travailler avec TeamSquare là-dessus pour réfléchir vraiment à la conduite de ce changement-là au niveau du projet, et à réfléchir comment positionner l'approche agile par rapport aux besoins du projet Alpha Centauri, et comment ensuite conduire le changement et la transformation de l'organisation pour le déployer à plus de projets. Pas forcément tous, mais en tout cas à plus de projets. Donc merci à TeamSquare pour ça. Et enfin, pour conclure, moi, ce que je retiendrai de cette aventure jusqu'ici, c'est que, en citant une phrase que j'aime bien, j'ai déjà cité à Olivier, c'est « Messieurs, nous sommes pressés, allons doucement ». Et ici, aller doucement, ça ne veut pas dire ralentir, mais c'est prendre le temps de mettre en place la collaboration en interne, avec les partenaires, entre nous, Olivier, Alexandre et moi, tous les éléments de collaboration nécessaires, prendre le temps de les mettre en place, parce que je pense que la qualité de ce qui en sort ne sera que meilleure. Et ça, ça peut être fait avec plein d'autres méthodes, mais en tout cas, la façon dont on a mis l'approche agile en place nous a permis de le faire. Au niveau gestion de projet, ce qu'on a pu voir avec ce projet pilote, c'est que lorsqu'on a mené la réflexion sur l'approche agile il y a quelques mois maintenant, et qu'on a commencé à en parler avec nos partenaires, les différents sponsors, les équipes au sein du groupe Merck, le sentiment général était, comme je vous l'ai dit en préambule, que c'était un buzzword, que c'était, oui, plein de bonnes choses, c'est appliqué au software, au développement de software, et c'est pas forcément applicable au développement d'un instrument. Avec ce projet pilote qu'on a réussi à mettre en place, on a pu démontrer et avoir des choses concrètes sur cette approche agile. Lors de l'étude de faisabilité, mais aussi lors des premières phases de développement. Donc à partir du moment où vous importez des choses concrètes par rapport à une réflexion que vous avez, les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus acceptées. Et comme l'a souligné Pierre, ce projet pilote était vraiment une première étape, et on pense déjà à étendre ce type d'approche sur d'autres projets, en incluant effectivement les bonnes personnes, les bonnes équipes pour en faire vraiment un succès au niveau du portefeuille. Merci Alexandre, merci Pierre. Moi je voudrais juste rajouter de mon côté un point qui me semble essentiel, c'est au-delà des facteurs de succès nous avons évoqués ensemble dans le témoignage, cet alignement des astres, vraiment le recours à l'étude de faisabilité lors de l'avant-projet conduite sous forme d'événements agiles, ça a vraiment été clé pour la suite. Ça a permis de cadrer le projet en un temps record, et en soi c'est déjà un bénéfice indépendamment de ce qu'allait être la suite. Quand on sait combien de projets démarrent en étant mal cadrés, et qu'un projet mal cadré c'est un peu un projet mort-né. Donc ça c'est un premier bénéfice. Ça aussi, elle a permis, comme on l'a dit, d'expérimenter concrètement l'agilité dès le stade de l'avant-projet et d'en montrer les bénéfices sur une période courte. Ça a été vraiment un démonstrateur. Et enfin, ça a permis vraiment d'identifier quelle forme cette agilité pouvait prendre et définir les conditions de réussite pour créer cet environnement agile, terreau de la réussite. Merci à tous. En espérant que ces témoignages vous auront été utiles, je vous propose maintenant de passer à la séance de questions-réponses.